bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité des échauffourées ce samedi à la maison du Parti socialiste de Colobane. L'Assemblée générale convoquée par le camp d'Aminata Mbengue Ndiaye finalement annulée. Faute de division, certains responsables du PS se sont vus refuser l'accès. La secrétaire générale du parti, absente de la fameuse rencontre, devrait recevoir en urgence certains militants chez elle. Sur plus de 600 centres d'état civil, plus de 60% sont désormais digitalisés. C'est l'annonce faite par le directeur de l'agence Matar Ndao que vous entendrez dans ce journal. L'alerte est au maximum à Tambacounda, promiscuité, bâtiments vieillissants et cantines scolaires dépourvues. Autant de difficultés dont fait face la plus grande maternelle municipale du Sénégal. Nous serons avec notre correspondant Mamadou Diouf. 2026, Gana Gueye incertain pour le match Sénégal-France prévu ce mardi, faute d'une blessure dont la nature exacte échappe encore au public. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Des échauffourées illustrent les divisions persistantes au sein du Parti socialiste du Sénégal. L'Assemblée générale convoquée par la secrétaire générale du PS, Aminata Mbengue Ndiaye, pour relancer le parti a été écourtée suite à des affrontements entre militants. Les heurts ont commencé lorsque l'accès à la salle a été refusé à certains responsables, notamment le père de Dakar Plateau Alioune Ndoye et l'ancien ministre Serigne Mbaye Thiam. La situation a dégénéré en jet de pierre et gaz lacrymogène, forçant l'arrêt à la rencontre. Serigne Mbaye Thiam a estimé qu'une telle rencontre aurait dû être préparée entre les différentes sensibilités, ce qui n'a pas été fait. Une réunion d'urgence serait prévue d'ailleurs chez Aminata Mbengue Ndiaye, empêchée par un deuil ce samedi. L'actualité, c'est aussi la digitalisation de l'état civil qui se poursuit sur les 620 centres d'état civil à l'intérieur du pays. Plus de 60% sont digitalisés. Révélation faite par le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil, Matar Ndao, l'a dit lors de la formation des agents et officiers d'état civil de la région de Dakar. Le voici avec Abdoulaye Patéane. Et dans l'étape de la région de Dakar, où l'objectif maintenant c'est de former tous les officiers et les agents de succès, mais de faire aussi fonctionner l'outil qu'on appelle LGEC qui permet d'enregistrer et donc de délivrer tout ce qui est fait état civil. On poursuit donc en fait la digitalisation à travers le pays. Et donc actuellement on est à 629 centres d'état civil à l'intérieur du pays et donc nous avons réussi à digitaliser 66%. Donc à travers l'étendue territoriale. Quand je dis digitaliser, c'est installer déjà tout ce qui est logiciel de gestion des faits d'état civil, mais d'ouvrir aussi la plateforme Sama État civil qui permet aux Sénégalais de faire des demandes en ligne et d'aider aussi à la connectivité, qui permet quand même d'avoir de l'internet. Donc cette partie, c'est ça que nous sommes. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des Sénégalais qui sont dans le diaspora. Et donc là, nous venons de terminer tout ce qui est développement de l'état civil consulaire. Et que la semaine prochaine, on a un rendez-vous avec le consulaire pour qu'on puisse ensemble regarder si nos développements répondent effectivement aux besoins de l'état civil consulaire afin qu'on puisse maintenant le déployer à l'échelle internationale. Une académie dédiée à la sécurité privée a vu le jour dans la banlieue dakaroise, plus précisément à Mbao. Des jeunes vont y bénéficier des formations sur 3 filières dans les métiers de la sécurité. Une initiative saluée par Mamadou Gueye, le directeur général de la formation professionnelle et technique, au moment où Mamadou Ndourouad, le PCA de l'Association sénégalaise des formateurs professionnels privés, plaide pour la post-formation. Ces propos sont recueillis par Cheikh Sadibou Diarra. Nous, en tant que ministère, tout ce qu'on peut, c'est de faire un accompagnement institutionnel, à savoir lui donner l'autorisation d'ouverture. Et aujourd'hui, ce centre est autorisé à former sur trois filières dans les métiers de la sécurité. Et après cette autorisation, nous avons dit au directeur du centre que d'ici à 1 an, qu'il fait tout pour faire une demande d'agrément. Et ce sera un arrêté ministériel qui va
véritablement montrer que ce centre-là est reconnu par l'État. Au cours de la formation, les agents sont appelés à aller en stage de formation de 15 jours. Aux patrons privés, aux sociétés privées, aux sociétés publiques, je veux dire l'Assemblée nationale, je veux dire les ministères, prennent en compte ce projet-là pour la dualisation, on les envoie dans des ministères, dans quelques sociétés. Maintenant, il faut qu'ils les acceptent et qu'ils les évaluent pour qu'au finish, qu'on ait de bons éléments. Et ça permet aussi, une fois la formation terminée, que ces apprenants qui étaient en stage ils ont la possibilité de retourner là où ils étaient en stage. Donc là, on parle d'emploi. Donc, formation, emploi et employabilité. Cap à présent sur Diourbel où une centaine de chefs de village explorent une nouvelle stratégie de mise en place de semences et d'intrants agricoles. Cela permettra aux producteurs de disposer de ces produits à temps. C'est un reportage signé Babacar Diouf Nongondiaye. Face aux nombreuses défaillances notées dans la mise en place des semences et autres intrants agricoles, les producteurs s'organisent. Moussa Amidien, le président de l'association régionale des chefs de village de Diourbel. Une association de développement en achetant ces graines-là d'une valeur de 7 à 8 millions de francs destinées aux chefs de village engagés dans cette politique. C'est-à-dire que nous avons actuellement présentement 12 tonnes 200 d'arachides décortiqués que nous allons distribuer entre 25 des 37 communes de la région et qui va concerner 122 chefs de village. Les producteurs invitent l'État aux États généraux de l'agriculture. Imaginez que l'État ait accompagné cette manifestation de 100 millions. 100 millions, avec 100 millions, on va faire des miracles et des prouesses. Et c'est très facile. Dans chaque commune, l'État doit injecter au moins 100 millions de francs. On n'aura plus de problèmes de semences et d'intrants. Donc je pense que c'est une mauvaise politique agricole, je l'ai toujours dénoncé. Il faut qu'il y ait des États généraux de l'agriculture. Cette année, 122 chefs de village de 35 communes de la région disposent désormais de semences et d'intrants de qualité à temps voulu. Les chefs de village auront leur indépendance vis-à-vis des semences. Mais ça ne veut pas dire que l'État doit subventionner les semences les intrants pour les chefs de village et pour la population. Une expérience qui devrait être mise à l'échelle pour permettre à l'État de souffler, mais aussi aux producteurs de disposer d'intrants et de semences de qualité à bonne date. Dans ce registre agricole, la compagnie sucrière sénégalaise rassure les consommateurs avec plus de 70 000 tonnes de sucre disponibles dans les stocks. La CSS et la direction du commerce intérieur écartent tout risque de pénurie sur le marché national jusqu'au mois de septembre prochain. Toutefois, l'entreprise sollicite davantage d'accompagnement de l'État, notamment sur le foncier, afin de renforcer sa production et atteindre l'objectif de souveraineté sucrière, mais aussi mettre fin aux importations. Les responsables de la CSS ont aussi soutenu les éleveurs de la région, nous disent Ousseynou Diop Abibsek. Après avoir effectué une tournée dans différents stocks de sucre de la compagnie sucrière sénégalaise, la direction régionale du commerce intérieur ainsi que la CSS ont rassuré les consommateurs. Plus de 110 000 tonnes de sucre sont actuellement disponibles. Présentement, nous pouvons dire en fait que nous disposons de 70 000 tonnes de sucre, tout cumulé confondu. Ce stock est disponible à la vente jusqu'au mois de septembre. Donc jusqu'au mois de septembre, il n'y a pas besoin d'importer 1 gramme de sucre au niveau du Sénégal. Si nous regardons la consommation mensuelle du Sénégal, qui est à peu près de 17 000 à 18 000 tonnes, donc on se rend compte que ce stock qui est disponible couvre largement le marché sur une projection de 4 mois jusqu'au mois de septembre. Malgré ces performances, les responsables de la CSS sollicitent l'accompagnement du gouvernement sénégalais, notamment sur la question foncière, pour assurer l'autosuffisance en sucre dans le pays. Moderne. Avec aujourd'hui ces équipements que vous trouvez dans aucune autre sucrerie qu'on a commencé à développer, donc c'est la chaudière tantôt dont je vous parlais, c'est également la ligne de diffusion dont je vous parlais aussi, et c'est cette nouvelle distillerie parce que quand on va augmenter les capacités de production, donc plus de cannes à broyer. La CSS a aussi accompagné les producteurs de plusieurs communes de la région de Saint-Louis. 30 hectares ont été emblavés pour les animaux. L'année passée, on avait fait 15 hectares et cette année, on est passé à 30 hectares. 30 hectares qui peuvent nous permettre d'avoir jusqu'à 1000 bottes de paille à distribuer à la population. boo xoolee tey li fi tëdd si ñax ak période bii ñu toll mois bii récolté wu ñu ceeb bi yàlla indiwul taw jafe-jafe la même bu fekkoon tey da ngaa yeew mbaam wala fas tey yaa ngi am problème loo ko jox mu lekk
loolu nag ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di gërëm CSS. Pour assurer la souveraineté du Sénégal en matière de production sucrière, la CSS mise sur le projet 4D200. À Ziguinchor, l'Agropole Sud à la rescousse de producteurs et d'entrepreneurs agricoles, une structure dépendante du ministère du Commerce et qui polarise 3 régions du Sud, notamment Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, où les producteurs sont obligés de venir jusqu'à Dakar pour des besoins d'analyse des produits, entre autres désagréments. Boubacar Yassi, Lamine Manjang. Malgré les efforts fournis par l'Agropole Sud dans l'accompagnement des entrepreneurs agricoles et des producteurs, ceux-ci continuent de faire face à des difficultés. Ces difficultés ont pour nom par exemple l'absence de laboratoire d'analyse, mais aussi de magasins de stockage. Effectivement, c'est un problème que nous ne cessons de signaler d'ailleurs, le problème lié au laboratoire. Parce que quand nous développons des produits, nous sommes obligés de faire plusieurs kilomètres pour aller jusqu'à Dakar pour faire les analyses. Le problème lié à l'emballage, qui est un véritable frein aux produits de qualité que nous proposons sur le marché. Nous avons déparé avec 200 kilos. L'accompagnement dont nous avons bénéficié a commencé par 200 kg. Et au moment où je parle, notre production a atteint les 3000 tonnes. Mais notre principale difficulté réside dans le manque de magasins de stockage afin de couvrir cette production. En marge de cette rencontre semestrielle organisée à Ziguinchor, après une visite de terrain sur plusieurs sites, y compris au chevet des bénéficiaires de l'accompagnement de l'Agropole Sud, le coordonnateur de cette structure de l'État apporte une réponse aux préoccupations soulevées ici. Sur le laboratoire, ça sera pris en charge par le centre d'excellence. Il y aura des laboratoires d'analyse et de certification de produits. Donc le centre d'excellence va prendre en charge cette dynamique parce que ce sera géré par l'ITA. Les emballages, parce que les emballages, c'est aussi des entreprises, parce que l'option des agropoles, je rappelle que c'est une approche PPP, partenariat public-privé. C'est vraiment un projet pour les privés, par les privés. L'idée, c'est qu'un privé puisse prendre le relais. C'est l'ensemble des partenaires de l'État dans la mise en œuvre des 5 agropoles du pays qui ont participé à cette rencontre multipartite. Nous refermons ce volet agricole au nord du pays avec le début des récoltes qui marque la fin de la deuxième campagne agricole dite de contre-saison. Les paysans de la région de Matam qui ont entamé les récoltes s'attendent à donc des rendements records en termes de production à l'hectare, fruit de la réalisation de la SAED qui avait fait de la réussite de cette campagne un défi à relever. Si l'élément de Ali Bandenia à Matam est prêt. 3000 hectares avaient été emblavés dans la région de Matam. Au casier agricole d'Obo, dans le département de Kanel, les riziculteurs vont battre le record en termes de rendement à l'hectare. Mais avec ce grand casier, donc les gens, maintenant, ils récoltent, ils vendent, ils mangent avec ce qu'ils cultivent ici. Donc vraiment, c'est un grand changement qu'on a eu avec ce casier-là. Un impact très important dans la population, dans la vie de cette population-là. Et une estimation de la production actuellement, avec les premières récoltes, on a 7 tonnes à l'hectare. Hein. Ouais, j'ai vu des 7 tonnes à l'hectare. 7 tonnes à l'hectare, 7 tonnes, 657 tonnes à l'hectare. Voilà, pour cette campagne contre saison chaude 2026. Après les travaux de réhabilitation des périmètres et la mise en place des intrants, la SAED est maintenant en train d'assister les producteurs pour accélérer les récoltes dans le seul but de s'engager vers une nouvelle campagne hivernale. Il faut rappeler qu'ils ont renoué en tout cas les performances de l'année passée et que la région de Matam est dans une dynamique, en tout cas dans une bonne dynamique, de développer carrément la filière rizicole et que les résultats aussi sont très satisfaisants. Vous l'avez entendu vous-même par rapport au début des résultats. On a des rendements vraiment de 7 tonnes en moyenne, 6, 7 tonnes et même des pics de 8. Donc ça veut dire qu'ils sont dans une bonne dynamique en tout cas de production. Et il faut rappeler par rapport à la performance, il faut un accompagnement. Donc on a emblavé plus de superficie, donc il va falloir un peu les accompagner dans la récolte. D'autant plus qu'on doit vers une double culture, il faut très rapidement récolter et aller vers une deuxième campagne d'hivernage.
Comme c'est le cas à Bou, les riziculteurs de Matam et de nombreux autres casiers agricoles entament également cette dernière phase de la campagne dite de contre-saison. Les paysans qui risquent d'être retardés dans ce processus par ce manque criard de moissonneuses-batteuses. Nous vous le disions en titre, alerte maximum à Tambacounda. L'école maternelle municipale, considérée comme la plus grande du Sénégal, fait face à de sérieuses difficultés avec près de 500 élèves répartis dans seulement 13 salles de classe. Les tout-petits sont dans des conditions marquées par la promiscuité entre bâtiments vieillissants, manque d'infrastructures adaptées et cantines scolaires presque à l'arrêt faute de moyens. La situation inquiète face à ces nombreux défis. La directrice de l'établissement lance un appel pressant aux autorités et aux bonnes volontés afin d'améliorer les conditions d'apprentissage et d'épanouissement des enfants. Voici Mam Diarafay, la directrice de l'école municipale, au micro de Mamadou Diouf à Tambacounda. C'est la fête de fin d'année avec les enfants de toute l'école de la maternelle municipale et les enseignants y compris. L'école maternelle municipale compte 455 élèves cette année, donc ce qui est un plus par rapport à l'année passée. L'école compte 13 classes. L'école maternelle compte 13 classes, donc je suis la directrice depuis 2 ans, mais j'ai trouvé quelques classes qui sont tellement étroites. Avec cette chaleur de Tambacounda, les enfants souffrent. Donc c'est un plaidoyer que je lance à toutes les bonnes volontés de Tambacounda et du Sénégal pour venir nous accompagner pour la réhabilitation des classes qui sont très serrées et très étroites pour les enfants. Les petites sections, il y a eu 4 classes de petites sections qui ne respectent pas les normes, très étroites même. Et très courte, donc malgré qu'il y ait des ventilos, mais il fait excessivement chaud. Les enfants des petites sections souffrent dans ces classes. Dans les moyennes classes aussi, c'est la même situation. Des classes qui sont très étroites, mais aussi les toitures aussi risquent de s'effondrer à tout moment. En plus de cela, l'école a une cantine scolaire. Cependant, la cantine parfois souffre. Nous avons perdu quelques partenaires et nous essayons de trouver d'autres partenaires qui peuvent venir pour faire fonctionner la cantine de l'école. Parce que c'est difficile de nourrir tous les jours 455 élèves. Donc cette année, nous avons eu l'appui du MECAP, mais nous souhaitons vraiment avoir l'appui de d'autres bonnes volontés, pour que vraiment la cantine puisse marcher à 100%. Repenser le potentiel éducatif africain, voilà tout le sens de la prochaine conférence du prix Yidan 2026 prévue au Sénégal du 29 juin au 1er juillet prochain et d'alimenter surtout la refondation du système éducatif scolaire sénégalais, un événement qui aura pour thème libérer le potentiel de l'Afrique. Le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur l'importance de cette prochaine rencontre, Moustapha Guirassy, que voici avec Fatou Bintou Conté. Nous avons reçu le prix, c'est-à-dire Ared et Mamadou, pour la première fois donc un Africain, surtout un Africain donc venant de chez nous, obtient ce prix. C'est une distinction majeure, c'est un trophée extraordinaire. Et encore une fois, il le rappelait tout à l'heure, c'est comme le prix Nobel de la paix, mais ici le prix Nobel donc, de l'éducation. Nous sommes en train de travailler intensément à repenser tout le système éducatif. Lorsque nous avons cette opportunité d'avoir ici des PTF, avoir d'autres pays, d'autres expériences, du public, du privé, pendant quelques jours à Dakar avec les acteurs, avec la communauté éducative sénégalaise, débattre, discuter, échanger, nous capitalisons de façon remarquable une somme d'expérience qui va absolument impacter donc, le processus de refondation donc, qui est en cours. Et il est attendu plus de 200 participants, dont des ministres, des chercheurs, des praticiens, des partenaires. Et ça se passera donc entre le 29 et le 1er juin, c'est cela. Vous avez là une occasion rêvée, Yidan, pour mieux comprendre les enjeux liés à l'éducation dans le monde et en particulier donc en Afrique et en ce qui nous concerne au Sénégal.
Parlons du 7e art à Saint-Louis qui a vibré au rythme de 3 courts-métrages venus questionner la peau noire, la femme noire et l'imagerie africaine. Pour la deuxième fois, la ville tricentenaire accueille le festival itinérant des cinémas africains de Catalogne en présence de la délégation du gouverneur de Catalogne, Anna Rogers, et d'un nombreux public composé d'acteurs, de producteurs de cinéma. Le festival 2026 se veut pont vivant, rapprocher les cultures, équiper les créateurs, faire circuler les images. Awa Niang, donc présent du collectif du cinéma du fleuve que voici. Donc c'est une journée que nous accueillons en tout cas pour une deuxième fois à Saint-Louis en partenariat avec notre collectif Écran du Fleuve, et pour nous c'est un honneur, en tout cas un plaisir de pouvoir montrer ces films ici, mais également de pouvoir partager d'images, de cinéma, d'imaginaire, mais également de créer des liens entre nos deux territoires. Moi c'est très important le cinéma, et en tout cas pour nous ça fait partie de nos enjeux, c'est comment faire de telle sorte que les films soient vus partout, pas que à Saint-Louis, partout en Afrique, que les Africains puissent accéder à des films. Donc si nous trouvons l'occasion d'avoir des films dont nous ne disposons pas actuellement ici sur le continent, ou bien il faut énormément de droits, donc nous profitons à chaque fois de l'occasion pour le faire. Mais pour moi c'est aussi une manière de partager de regards, parce que ces mêmes films aussi faits sur le continent ou ailleurs ou à la diaspora sont diffusés en Catalogne. L'année passée mon film a été sélectionné et mon film a été diffusé en Catalogne, et pour moi c'est aussi une manière de faire, de montrer notre culture, de montrer aussi notre vision et aussi un autre regard posé sur la nouvelle génération de créateurs et de créatrices africaines. L'actualité sportive à quelques jours du match tant attendu entre le Sénégal et la France à la Coupe du Monde 2026. L'incertitude plane sur la participation d'Idrissa Gana Gueye. Le vice-capitaine des Lions souffre d'une blessure qui pourrait compromettre sa présence sur le terrain, laissant le sélectionneur Pape Thiaw dans un dilemme. Le vice-capitaine des Lions pourrait manquer le duel très attendu face à la France, prévu le 16 juin selon des informations relayées sur Sport. Depuis le camp de base de la sélection, le milieu de terrain d'Everton n'a pas terminé la séance d'entraînement de ce vendredi à New Brunswick, où les Lions poursuivent leur préparation déjà diminuée. Le joueur n'a toujours pas repris l'intégralité des exercices collectifs à un peu plus de 3 jours du choc. Même si aucune décision officielle n'a encore été annoncée, Idrissa Gana Gueye ne serait pas en mesure d'évoluer à 100% physiquement, ce qui fragilise sérieusement sa disponibilité pour le match face à la France. Autre élément qui alimente les interrogations, aucune précision n'a été donnée à ce stade sur la nature exacte de la blessure du joueur. Bonne chance en tout cas à nos Lions de la Teranga. Football toujours pour son entrée en lice dans le groupe I de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal rencontre la France, nous l'avons dit, le 16 juin prochain. Un match à aborder avec le système de 4-3-3 selon l'entraîneur Salou Touré, qui estime que l'équipe nationale du Sénégal possède d'excellents profils pour la bonne animation de ce système. Le voici avec Cheikh Sadibou Diarra. En football, c'est le profil d'abord, le profil avant le système. Le profil qu'on a, c'est pratiquement, on a des flèches sur les côtés, des ailiers, je peux dire. Donc je pense qu'aujourd'hui, le 4-3-3 s'impose carrément. Parce qu'aujourd'hui, si tu as quelqu'un comme Sadio Mané sur le côté, tu as Ismaïla Sarr, par exemple l'avancante comme Jackson, et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le 4-3-3 s'impose. Pour moi, c'est le meilleur système. Donc, sur le plan défensif, tout le monde est concerné parce que le football a beaucoup changé, le football a beaucoup évolué. Même dans le très haut niveau, tout le monde est concerné par le marquage. On perd tout de suite, on est dans le marquage. Ça, c'est le gegenpressing. Je pense qu'aujourd'hui, le contre-pressing, ça concerne tout le monde. On a des hommes qui peuvent le faire, comme Ismaïla aussi. Dans le milieu, on peut avoir un milieu à 3, 4 défenseurs, 4 bons défenseurs. Il faut savoir défendre parce qu'on joue contre une équipe qui est très bonne au niveau de l'attaque. Et ils ont Mbappé et consort. Donc aujourd'hui, on doit bien défendre. Mais maintenant, comme je l'ai dit, les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Mais on a les profils. On a aujourd'hui les joueurs qui peuvent faire ça.
en cas de perte de balle, tout de suite on est dans le marquage. Je pense qu'avec ce système, on peut avoir quelque chose. Si je ne me trompe pas, en 2002, pratiquement c'était le même système. Voilà, on a des hommes sur le côté qui vont bloquer les latéraux. Je pense qu'aujourd'hui, Ismaël peut faire ça, Sadio peut faire ça. Donc aujourd'hui, on a des hommes qui peuvent le faire. Pourquoi pas jouer avec le 4-3-3? Pratiquement c'est le meilleur système parce qu'on a ce profil. Toujours dans ce registre mondial, le joueur de la division 2 anglaise de Sheffield United estime que le Sénégal peut gagner la France avec la qualité de joueur qu'on a. Pape Djibril Soumaré rêve de porter un jour le maillot national issu des Nawetan. Le jeune a profité des vacances à Dakar pour donner des équipements sportifs à toutes les ASC de Thiaroye-sur-Mer. Il conseille à ses anciens coéquipiers de croire en leur talent car seul le travail paye. Pape Djibril Soumaré, milieu de Sheffield United, est avec Pape Faragning et Abdoulaye Patehan. Tu vois, moi je suis un supporter sénégalais. Et comme supporter, je vois toujours mon équipe à 100%. Donc pour moi, Sénégal, ils peuvent les battre. Ça sera compliqué, mais pour moi, ils peuvent le faire. Je tenais à leur aider, donner des équipements, des ballons à tous les ASC. Et je prie pour que ceux qui jouent dans les Nawetan puissent un jour faire la même chose, aller dans les grands clubs, sortir dans les Nawetan et puissent réaliser leur rêve de devenir footballeur professionnel. Ouais, j'ai déjà été dans les U23 il y a 3 ans, mais comme toujours sénégalais, tout un Sénégalais rêve de jouer dans l'équipe nationale. Et je ne cache pas, ça c'est mon plus grand rêve. Et j'espère l'accomplir, Inch'Allah. J'ai été en U23 et malheureusement, je n'ai pas joué là-bas. Et maintenant, on vise l'équipe principale. Bientôt, Inch'Allah. Moi, ce que je dois faire, c'est juste jouer au football. Après ça, c'est le boulot des agents. Je ne peux pas trop vous dire sur ça. Parce que moi, je suis juste là et c'est les agents qui règlent ça. C'est juste ce que je dois faire et voilà. Et puis le Maroc, demi-finaliste lors de la Coupe. Voilà qui met un terme à cette présente édition réalisée par Cheikh Sadibou Diarra, Pape Samba Thiam, Pape Maguette Diakhaté, Abdourahmane. Retrouvez l'équipe de Cheikh Tidiane Diao, bien sûr, pour votre émission spéciale sur le Mondial 2026. Merci de suivre les programmes de la télévision Leader. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.